qui définit ou ce qui distingue 2012, qui fait en sorte que ça a autant marqué, c'est qu'il faut se souvenir que c'est un flux ininterrompu d'actions et de manifestations à tous les jours, des fois 3-4 par jour au mois de mars puis d'avril. Et c'est peut-être, je pense on peut le dire, la seule grève étudiante vraiment depuis les années 70 qui a débordé le cadre étudiant au Québec, donc où tout le monde finalement s'est senti appelé à prendre part ou à prendre position sur l'enjeu. Donc le cadre étudiant, le cadre de la question des frais de scolarité a été quand même débordé assez rapidement pour aller vers vraiment des enjeux beaucoup plus larges comme la question de l'extractivisme, entre autres, a été rapidement abordée avec une des premières manifestations là, contre le plan Nord qui avait bien brassé. Puis ensuite, toute la question aussi juste du capitalisme, en fait, puis de la gestion de la société québécoise qui a été assez rapidement, je pense, amenée à l'avant-plan dans les discours des grévistes et qui a donc posé ces questions-là, en fait, dans l'espace médiatique, par exemple. Bonjour, bienvenue à Après le printemps. Cette semaine, dans le cadre des 10 ans de la grève de 2015, on a essayé de réfléchir avec des camarades qui avaient déjà fait une réflexion sur un peu la séquence qui avait existé entre la grève de 2012 et la grève de 2015. Et on a fait avec 3 personnes qui étaient dans le collectif de débrayage, qui ont écrit après la grève de 2012 le livre On s'en calisse et suite à la grève de 2015 le livre Fuck tout. Donc bonjour, bienvenue. Bonjour, salut, merci. On est vraiment heureux de vous avoir réfléchir un peu ensemble. Ça fait quand même une dizaine d'années, 15 ans quasiment maintenant, ces événements-là. Pour plusieurs, c'est quelque chose qu'on a vécu. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la mémoire, du souvenir. Et c'est un peu, on veut jouer dans ce souvenir-là et dans cette mémoire-là, essayer de triturer, voir qu'est-ce qu'il y a à prendre pour aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a à retenir de l'époque. Donc, je vais peut-être laisser ma collègue commencer pour poser la question. Oui, ben c'est ça. Pour commencer, on se demandait, en fait, c'était quoi le processus d'écriture du livre? En fait, le sous-titre, c'est « Histoire profane de la grève ». C'est quoi l'histoire profane, puis pourquoi faire une histoire profane? Ben en fait, c'est qu'il y a quelques-unes d'entre nous qui habitaient en France à l'époque, qui étaient en France au moment de la grève. Donc, tout ça partit d'une correspondance avec les amis qui étaient en grève au Québec. Puis qui, vu la mobilisation totale de toutes les manifs, tout ça, avait peu de temps pour prendre un recul. Ils l'ont pris un peu comme un prétexte, justement, pour pouvoir se distancer de leur propre situation puis commencer à voir c'était quoi les grandes lignes de ce qui se passait. Donc, ça partit sous cette forme de correspondance avec ces gens qui étaient en France, qui ensuite, quand sont revenus, il y a eu des réunions, c'est une douzaine de personnes dans le collectif. On se réunissait à chaque semaine pendant à peu près 1 an pour écrire ensemble vraiment jusqu'au moindre mot de ce livre, comme une espèce de consultation étendue de groupes d'amis, de cercles qui avaient vécu de différents points de vue cette expérience de la grève. Le côté profane aussi, ça venait beaucoup du fait qu'on sentait qu'il y avait tout un côté plus officiel, le discours plus spectaculaire, classique, un peu mouvements sociaux, révolution tranquille, qui prenait le haut du pavé. On voyait tout de suite que la célébration de la grève était en train justement de se faire sur ce mode-là. Et puis nous, on voulait faire écho plutôt à toutes les tendances plus sauvages, spontanées, qui pour nous avaient fait la force puis l'originalité du mouvement. C'est plus compliqué que ça, là. Il y a d'autres tendances et tout, mais nous, on trouvait que ce côté-là était clairement sous-représenté, puis un peu c'était comme une manière assez humble d'essayer de lutter un petit peu contre la récupération plus spectaculaire un peu du mouvement. Mm-hmm. On aura le temps de revenir plus tard là-dessus, là, sur les deux tendances qui ont émergé au sein de ce mouvement-là. Mais en fait, maintenant, on se demandait aussi qu'est-ce qu'il y a eu de temps spécial à propos de 2012? C'est quoi les événements, en fait, qui ont mené à cet événement-là, ce mouvement-là? C'est quoi la conjoncture de la situation, en fait, politique, économique, peu importe, qui a fait en sorte qu'un mouvement comme ça puisse émerger? Tu sais, il y a eu beaucoup de grèves dans le passé au Québec, dans les années 2000, début 2010, qui ont existé, mais qui n'ont pas autant débordé que 2012, en fait. Fait que oui, c'est ça. Pourquoi ça a été autant spécial? Qu'est-ce qui a mené à 2012? Ben, ouais, ben je pense qu'il faut voir 2012 beaucoup comme une espèce dans un continuum de mobilisation qui peut-être, parce que moi je situerais une espèce de au début des années 2000 avec les mobilisations contre le sommet des Amériques,
en 2001 à Québec. Et puis, je pense qu'il y a toute une pratique, une sorte de répertoire d'action anticapitaliste qui s'est vraiment élaboré là et qui a mené dans les mois, en fait, c'était comme une même période aussi où l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, a été créée. Donc, 2001, c'est comme un peu, il y a vraiment quelque chose qui s'est, dans le répertoire d'action, puis une organisation qui est apparue. Et ensuite, on a vu apparaître justement une espèce de déferlante de mouvements. Ce mouvement-là de 2001 a mené à la grève de 2005, qui à l'époque était quand même aussi la plus importante de toutes les grèves étudiantes en termes de, selon plusieurs indicateurs. Après ça, il y a eu la campagne de 2007-2008 qui a moins bien fonctionné, mais qui était carrément en continuité avec 2005. Et 2012, moi, je le vois encore en continuité avec ces grèves-là parce que les vieux, entre guillemets, juste un peu avec le sourire parce que j'en faisais partie, étaient encore là, souvent, tu sais. Donc, il y avait vraiment une espèce de foisonnement, une prolifération. Il y avait plein de gens qui étaient vraiment intéressés, mais aussi, je veux dire, des nouvelles personnes qui venaient un petit peu de joindre le côté plus radical de la lutte. Mais en fait, c'est ça, beaucoup de gens qui avaient pris parti dans 2005. Donc, il y a comme un continuum, je pense, de lutte, puis de mouvements sociaux, de lutte étudiante en particulier, puis anticapitalistes, qui ont mené à ça. Puis je pense que ta question, plus par rapport à ce qui définit ou ce qui distingue 2012, qui fait en sorte que ça a autant marqué, c'est qu'il faut se souvenir que c'est un flux ininterrompu d'actions et de manifestations à tous les jours, des fois 3-4 par jour au mois de mars puis d'avril. Et c'est peut-être, je pense on peut le dire, la seule grève étudiante vraiment depuis les années 70 qui a débordé le cadre étudiant au Québec. Donc, où tout le monde finalement s'est senti appelé à prendre part ou à prendre position sur l'enjeu. Donc, le cadre étudiant, le cadre de la question des frais de scolarité a été quand même débordé assez rapidement pour aller vers vraiment des enjeux beaucoup plus larges comme la question de l'extractivisme, entre autres, a été rapidement abordée avec une des premières manifestations là, contre le Plan Nord qui avait bien brassé. Puis ensuite, toute la question aussi juste du capitalisme, en fait, puis de la gestion de la société québécoise qui a été assez rapidement, je pense, amenée à l'avant-plan dans les discours des grévistes et qui a donc posé ces questions-là, en fait, dans l'espace médiatique, par exemple. Donc, assez rapidement, c'est devenu quelque chose qui a débordé, effectivement, le cadre d'une grève étudiante classique, avec des manifestations, qui avaient surpris tout le monde, là, mais des manifestations de 100 000 personnes. Je pense que c'était le 22 mars, où déjà, on était face à quelque chose de massif. Et ça, je pense que c'est un peu, c'est toujours un peu le mystère là, de l'histoire. Pourquoi est-ce que la sauce prend à un moment donné? Pourquoi là, en 2012, ça a pris? Je pense qu'il y avait plusieurs éléments, aussi de contexte plus large. On était dans le post-Occupy, donc tout le mouvement Occupy qui avait été essaimé partout à travers le monde. On a vu un Occupy à Montréal qui était un peu, peut-être pas la meilleure version, là, mais on a quand même eu un qui a duré une couple de semaines. Il y avait des soulèvements de jeunesse et de jeunes précarisés en Europe, en Grèce, en Espagne, etc. Donc, c'était toutes des choses desquelles on se sentait quand même inspiré. Ça faisait écho. Donc, voilà. Puis, il y avait évidemment les révolutions arabes. Je pense qu'on en parle beaucoup dans le livre parce que c'était quelque chose qui avait beaucoup marqué l'imaginaire à l'époque. La possibilité qu'un peuple, qu'une plèbe, en fait, vraiment, tout d'un coup, ça se matérialise dans les rues et fasse tomber, en fait, assez rapidement des gouvernements. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu avant depuis une dizaine d'années. Donc, on avait cet imaginaire-là qui était quand même proche. C'est drôle, ça, parce que je me rappelle justement d'une assemblée générale étudiante à l'UQAM, justement, juste après les révolutions arabes. Un étudiant, je pense qu'il était tunisien, qui était venu pour dire « Mais pourquoi on ne fait pas la grève tout de suite? » Là, les gens se révoltent. Et justement, les militants, les étudiants me disaient « Non, il faut attendre 2012. » Et c'était vraiment à l'hiver 2011. Donc, tu voyais comment il y avait des gens qui avaient été touchés par ça, qui voulaient foutre le zveul. Et que finalement, genre, il y avait quelque chose qu'on était dans l'attente en disant non, ça va être 2012, attendez. Vous divisez ça en 10 phases dans Sans Calice. Aujourd'hui, je pense qu'on va essayer peut-être de raccourcir et synthétiser ça. Puis, dans le fond, on avait réfléchi à 4 séquences importantes dans la grève et qui permettent de penser son déclenchement, mais aussi le débordement. D'abord au niveau des actions, mais aussi au niveau des gens qui participent au mouvement avec le débordement des étudiants et étudiantes du cadre étudiant.
Et puis la première question et la première phase qu'on avait, c'était en fait la phase qui va jusqu'à la grande manifestation du 22 mars. Et en fait, on a l'impression que pendant cette première phase-là, c'était un peu la grève étudiante comme d'habitude. Pour ceux et celles qu'on avait fait au Québec, il n'y avait pas grand changement, que c'était les syndicats étudiants, t'avais les fédérations étudiantes, des grandes manifestations, pas trop de changements. Et dans le fond, on se demandait, en fait, c'est quoi qui mène à la deuxième phase, en fait, du débordement? Comment, en fait, après le 22 mars, on est arrivé à autre chose? Et qu'est-ce qu'a signifié cette séquence-là? Et peut-être si vous voulez revenir dans cette première séquence-là sur quelque chose que vous appelez la différence entre une grève d'occupation et une grève de manifestation et qui se démontre déjà dans cette première phase-là. Donc, je ne sais pas si vous voulez revenir sur ces deux éléments-là un peu. Oui, ben c'est clair qu'il y a, par rapport justement aux grèves étudiantes des années précédentes, notamment 2005 puis 2007-2008, le fait qu'il y a beaucoup d'administrations de collèges et d'universités qui ont fait des lockouts, qui ont fermé les campus dès le début, ça a forcé justement la grève ce qu'on appelait justement à faire plus une grève de manifestation, beaucoup plus dans la mobilité, dans la flexibilité. C'est sûr que ça a eu un effet déroutant au début parce que on était pour la plupart habitués à avoir cette bonne vieille base arrière qui est justement l'occupation étudiante qui nous permettait de nous organiser, de nous reposer, de faire des pancartes, et ainsi de suite. Et puis, je pense que ça a pris tout le monde un petit peu de court quand, dès le départ, justement, les campus, notamment le Vieux-Montréal, puis l'UQAM, justement, qui ont été fermés. Mais avec le recul, c'est ça aussi qui a permis une très grande mobilité, une grande flexibilité, une espèce de free-for-all complètement grisant, tu sais, parce que finalement, c'est comme si, puis on en parle dans le livre, c'est comme si le terrain de jeu de la grève, la zone d'opération, devenait en fait une zone assez gigantesque dans la ville au complet. T'sais. C'est comme, ah ouais, ben vous voulez, genre, vous fermer nos bases arrière? En fait, on va faire de toute la ville, genre, notre base d'opération. T'sais. Puis ça, avec le recul, même si ça a pu être problématique, notamment en termes d'épuisement qui va venir par après, c'est sûr que je pense que ça a beaucoup aidé l'inventivité, la flexibilité puis l'originalité de la grève durant cette séquence-là, entre autres. Dans le cadre de ce moment de débordement de la grève et un peu de la prise de la ville, comme on disait tantôt, justement, par les étudiants et étudiantes, il y a quelque chose en tout cas, on parlait tantôt, de la question de comment on s'identifie entre nous et la question notamment du carré rouge, c'est au départ qui était un peu le symbole de la grève étudiante, mais qui avait d'autres usages et d'autres utilités. Je ne sais pas si tu veux revenir un peu là-dessus. Je pense que c'est vraiment un élément important. En fait, toute l'iconographie populaire, c'est le début des mimes aussi. Là. C'était comme les premières fois qu'on utilisait les mimes dans le cadre d'un... Non, mais c'est fou, mais c'était comme une innovation à l'époque, là, d'utiliser ça sur des pancartes et tout. Puis le carré rouge, c'est quelque chose, je trouve, qu'on oublie maintenant souvent, mais en fait, c'était quand même un gros fondement parce qu'on se faisait identifier aussi en tant que gréviste, on se faisait appeler les carrés rouges. Par les réacs, whatever, des médias. Mais c'était vraiment une belle façon, je trouve, de très facile à fabriquer, très facile à distribuer, de marquer, justement, comme tu disais, parce qu'il n'y avait pas forcément de lieu facile pour se réunir, vu que plusieurs universités étaient fermées, etc. Ça nous permettait de se reconnaître en tant que personne, genre du même côté de la barricade, dans n'importe quel espace social. Puis je pense qu'à l'apogée du mouvement, tu avais comme une personne sur 3, là, quasiment dans le métro, qui avait un carré rouge. Fait que ça permettait aussi de dire... c'était une façon de marquer, en fait, contrairement à ce que vous entendez dans les médias, où on vous dit que les sondages sont quand même malgré tout contre vous, etc. En fait, on est plein de monde à s'identifier à la même intensité, à la même cause. Bien sûr que ça ne voulait pas dire que tu étais pour tous les modes d'action parce que tu portais le carré rouge, là, on s'entend. Mais c'était quand même une façon de se reconnaître puis de se donner de la force. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait, dans le contexte actuel, repenser à ce genre de façon-là de se reconnaître parce que c'est ça, le Kéfier qui a un peu fait ça pour le génocide des Gaza. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est une super belle façon, très simple en fait. Il y avait plein de petites façons comme ça que dans 2012 de créer de l'émulation, de créer de la reconnaissance, de la joie, de l'humour, beaucoup d'humour. Je pense que c'est important aussi de remettre ça de l'avant-plan. C'était pas un mouvement, c'était un mouvement fâché, mais c'était pas un mouvement genre nihiliste ou morose ou sad. C'était vraiment comme, c'est ça, plein de joie, d'humour, de création, baveux, vraiment baveux. Ce qui le définissait beaucoup, ce qui faisait en sorte que les gens, justement, plus des classes populaires pouvaient vouloir le joindre ou en tout cas... Ça le rendait désirable. C'est ça, le fait d'être baveux comme ça. Sur la question de la répression, parce que, tu sais, il y a eu, disons, le premier moment un peu de la grève comme d'hab, après ça, tu as eu le moment un peu de débordement où on a vu des blocages un peu partout, et on a vu un retour, en fait, à essayer de briser la grève après.
Ça a été les injonctions d'abord dans les cégeps, dans certaines universités, mais ça a été aussi la loi spéciale. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez revenir sur ces dispositifs qui ont été mis en place, en fait, par l'État, pourquoi ils l'ont mis en place, et la réponse, en fait, qu'il y a eu face à ces dispositifs-là sur la volonté, en fait, d'empêcher le faire grève. Le fait de défier ouvertement les injonctions et ensuite de défier la loi 78 dans la rue, c'était justement une lutte contre le droit en tant que tel, tu sais, le pouvoir même du droit à mater les mouvements sociaux. Puis ça, en tout cas, à ma connaissance, au Québec en particulier, voire même, en tout cas, j'oserais élargir un peu plus, c'est pas quelque chose qui s'est vu souvent encore, tu sais, je veux dire, de volontairement de suspendre le droit par le droit libéral, par une prise d'action concrète. C'est comme si les événements politiques venaient tasser la base juridique de la répression, voire même de l'État. Ça, en tout cas, c'est du jamais vu, puis ça montre après ça, bon, c'est quelque chose aussi qu'on a essayé de refaire en 2015, cette fois-ci avec beaucoup moins de succès. Mais ça montre que c'est possible, c'est des petits moments justement d'exception, d'irruption un petit peu de la réalité politique qui vient briser le droit. Ça, c'est assez unique, puis c'est fort, puis je pense que c'est une voie. En tout cas, il va falloir réfléchir un petit peu. Ça a été possible. Comment on peut rendre ça possible de nouveau? Parce qu'on le voit encore et toujours. Je veux dire, c'est en fait, maintenant, on dirait que c'est maintenant rendu dans l'appareil répressif. C'est rendu quelque chose qui vient beaucoup plus rapidement. C'est cette idée-là de foutre une injonction, puis on l'a vu justement avec les campements pour la Palestine et tout ça, que les injonctions arrivent très, très vite, genre au tout début des mouvements. On dirait que nous, on était habitués, surtout avec 2005, ça, où ça venait un peu plus tard. C'est comme si c'était un des plus gros bâtons qui sortait à la fin, justement, quand les choses montaient. Mais là, tout à coup, la balance ça directement. Fait que je pense qu'il va falloir être capable de penser ça de front pour les prochaines luttes. C'est comment essayer de suspendre le droit assez rapidement pour faire exister le mouvement même. Et peut-être le dernier moment un peu de la grève, c'est le moment qu'on trouvait un peu ce qu'on appelait le au-delà de la grève, qui est un peu justement après la loi 78, ce moment-là où on a vu justement des gens qui n'étaient pas des étudiantes descendre dans la rue, mais aussi tout le discours de la respectabilité sociale, comme tu disais, qui était présent au début du mouvement un peu, s'absenter, des citoyens et citoyennes prêtes à appuyer genre des mouvements qui sont d'une certaine manière illégales, parce que quand on faisait des manifestations après la loi 78, c'était nécessairement illégal. Fait qu'il c'est ce moment-là un peu, avec les casseroles, avec les assemblées populaires autonomes de quartier, nous a semblé un peu le moment, en fait, qui aurait pu être la bifurcation. En fait, quelque chose qui aurait pu être autre. Et je sais pas si vous voulez revenir juste sur qu'est-ce qui s'est passé, les casseroles, ces moments-là, l'élargissement, en fait, le débordement du cadre étudiant. Ben, c'était complètement inouï, t'sais. Je veux dire, on était brûlés, on était tellement fâchés, mais tellement brûlés. Et puis c'est comme si l'inespéré se produisait enfin, t'sais. C'est-à-dire des monsieur, madame, tout le monde rejoignaient les manifs justement dans l'illégalité, puis où il y avait cette espèce de joie, puis ce débordement-là qui rendait tout possible. T'sais. Puis un des trucs dont on parle dans On s'en calisse, c'est notamment, c'est beaucoup le rôle du... beaucoup une espèce de résonance, tu sais, à prendre sur le plan matériel, tu sais, mais aussi sur le plan plus abstrait, plus conceptuel. C'est la grève, à ce moment-là, dans plusieurs quartiers de Montréal, pouvait complètement pas être ignorée, tu sais. Je veux dire, le bruit interrompait les gens, genre, dans leur quotidien. Puis là, à un moment donné, c'est comme si, ça y est, genre, la manif passait devant ta rue, tu sais. Puis c'était toute cette espèce de moment-là de contagion, de résonance. On en parlait un peu tout à l'heure. Ça, en tant que tel, le débordement du mouvement, c'est ce qui a empêché, dans un sens, je pense, un certain épuisement, puis un certain isolement du mouvement de lutte comme il y a eu en 2015. Mais c'est aussi, en tout cas, à mon avis, c'est peut-être là que la grève a été la plus forte en 2012, quand il y avait des manifs relativement joyeuses, sympathiques, de quartier, où justement tu avais des mamies puis des enfants, mais là que peu à peu, ces manifs-là déferlaient vers le centre-ville pour rejoindre les manifs de soir. Là, c'était vraiment grisant. Puis ce moment-là durait pas si longtemps, parce qu'éventuellement, il y a beaucoup de gens plus modérés qui retournaient dans les quartiers, puis après ça, les gens les plus motivés restaient. Mais quand même, il y avait une période souvent de 1 heure ou 2, où là, tout à coup, ça rendait ça presque irrépressible par les forces de l'ordre, parce que justement, même s'il y a quand même eu certains gestes répressifs, à un moment donné, quand tu vois des enfants qui courent avec des pancartes, puis des mamies, puis en même temps des gens qui se mettent en black bloc,
ça rend, ça brouille les cartes complètement. Puis ça, c'est wow, tu sais, je veux dire, comment recréer ce genre de mouvement-là, c'est possible. C'est juste qu'il y avait une conjoncture assez unique qui... Mais je pense que c'est juste pour revenir plus sur les faits, là. J'ai l'impression que comment ça s'est joué, ce débordement-là, il y avait déjà un peu lieu, là, bien sûr, mais dans le fond, le gouvernement Charest, à l'époque, a fait comme un pari avec sa loi spéciale. C'est-à-dire qu'il avait déjà tenté les injonctions, il a déjà tenté la violence policière, il a déjà tenté beaucoup de choses, les poursuites hyper intenses contre certaines personnes qui avaient fait certaines actions. Ça n'arrivait pas à freiner tant le mouvement de grève étudiant. Et là, ils ont vraiment fait un pari, loi spéciale hyper intense qui interdit tout rassemblement de plus de... Combien on a? 50. 50, c'est ça. On est plus que ça. Et c'est ça, puis avec une amende genre de je sais pas combien de milliers de dollars si tu te faisais prendre à te rassembler. Et c'était vraiment un pari parce que c'est sûr que soit ça faisait peur et effectivement les gens arrêtaient un peu de se réunir puis revenaient à des moyens plus symboliques. Au début, c'était un peu ça les propositions d'ailleurs des franges plus modérées du mouvement, c'est « Ah ben on va trouver des façons de pas être 50 puis on va trouver des façons d'exprimer le mécontentement ». Mais je pense que beaucoup de facteurs, justement dans l'histoire du Québec des années qui avaient précédé ça, faisaient en sorte qu'il y avait quand même des forces agissantes. En dehors aussi du mouvement étudiant, il y avait des gens qui avaient vécu d'autres grèves étudiantes, qui étaient maintenant rendus des profs de cégep, par exemple, faut pas les oublier là aussi. Là, il y avait des profs contre la hausse, il y avait les maires contre la hausse, il y avait des comités de quartier, logement, peu importe, mais qui se sentaient encore appelés à quand même participer à d'autres enjeux que les leurs, là. Tous ces gens-là se sont saisis de ce prétexte-là, de la loi spéciale, en disant « Non, là, ça va trop loin. » Déjà que ça fait genre 3 mois que les étudiants se font taper sur la gueule, se font arrêter. C'était déjà quand même un mouvement, un niveau de répression assez intense pour le Québec. Et là, on peut pas laisser passer ça. On va... et sachant qu'aussi le gouvernement Charest, c'est pas non plus Poutine, dans le sens qu'ils vont pas pouvoir, en fait, mettre 10 000 personnes en prison, puis bon. Fait qu'il y avait comme dans leur pari, celui du gouvernement, il y avait le contre-pari du mouvement de dire, ben en fait, tu le feras pas. Si on est assez nombreux à le contester, tu seras pas capable de le faire. Pas gain. Pas gain, c'est ça. C'était ça, on s'en calisse. Le fameux slogan, c'est la loi spéciale, on s'en calisse. Donc, c'est ça que les gens chantaient tous les soirs quand ils sortaient dans la rue après la loi spéciale, puis on faisait des manifs à plusieurs milliers, tu sais. Puis c'est ça qui a fonctionné, je pense, c'est comme plein de petits facteurs, de gens quand même actifs dans des communautés, dans des réseaux, qui ont des expériences passées, qui viennent du communautaire, qui viennent de d'autres mouvements, du mouvement syndical aussi, qui donnent un peu cette impulsion-là en disant, ben si on le faisait. Puis là, après, c'est la magie des réseaux sociaux qu'on parlait à l'époque, où Facebook était beaucoup plus un outil ouvert et possible pour la mobilisation à l'époque. Donc, ça a été utilisé comme ça, entre autres, en disant, on va faire des manifs de casseroles sur nos balcons au début pour au moins faire du bruit. Puis là, les gens voyant, au bout de 2 soirs, je pense, ou 3 soirs, qui sont tellement nombreux à sortir sur leur balcon, ben là, il y en a qui ont commencé à sortir dans les rues, se réunir, faire des manifs sauvages, etc. Puis c'est ça l'histoire un peu. Je sais qu'après, il y a eu beaucoup de débats à l'intérieur de ces comités de quartier qui se sont formés puis qui se greffaient à une histoire quand même de municipalisme décentralisé à Montréal qui date au moins depuis les années 70. Je sais qu'il y avait beaucoup de discussions aussi sur vraiment comment reprendre un peu un pouvoir collectivement sur les moyens d'existence devant un État qui écoute pas du tout la société civile, qui n'en fait qu'à sa tête. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu tous ces enjeux pour sortir de cette espèce d'impasse de l'appel à aller voter, des élections qui ont été appelées, et entre autres, même Lassé qui a participé à ce discours de sortir de la rue pour aller vers les urnes. Et quand même, ça l'a fini par jouer là, dans les tout derniers moments de la grève pour un peu restreindre ce mouvement d'autonomisation basé dans les quartiers qui se passaient avec les casseroles, puis qui ont mené finalement cette élection du Parti québécois, mais qui, par ailleurs, c'est-à-dire, quand on regarde les statistiques du vote, à l'époque, le Parti libéral a perdu 3000 voix à peu près. Ils sont restés à peu près au même niveau. Le Parti québécois a gagné par une mince majorité, quelques dizaines de milliers de voix, mais c'est la CAQ, en fait, qui a doublé ses votes et qui est devenu un parti qui allait finir par régner sur le Québec pour une dizaine d'années par après. Donc, c'est quand même assez ambigu cet appel à la majorité
à la majorité démocratique, qui finalement, la grève, c'était pas la majorité, c'est parti d'un mouvement minoritaire et c'en est venu à aborder et à concerner tout le monde. Mais ce caractère de tout replier dans un vote à la fin, puis c'est même pas une majorité claire, c'est-à-dire avec 30% de la population, tu peux gagner des élections. Ça l'a refermé le clapet assez rapidement là, de cette autonomisation qui se passait dans le quartier. Mais en fait, c'est ça, justement. Plus tôt dans l'entrevue, on parlait un peu de comme des deux tendances qui ont émergé au sein du même mouvement. Là. La première qui est plus nourrie par le mythe de la Révolution tranquille, celle plus sacrée, social-démocrate, nationaliste, pardon, peu importe. Puis l'autre, le pendant de ça, c'est celle profane, anticapitaliste, bref, celle que vous, en fait, dont vous faites l'histoire. Puis, justement, comme tu disais, arrivé à l'essoufflement un peu du mouvement de masse, on a remarqué la victoire de la seconde, du pendant, en fait, la défaite un peu du côté plus anticapitaliste par la captation électorale puis la victoire du PQ. On se demande, en fait, pourquoi, justement, l'histoire de cette seconde moitié a été plus effacée. Puis, est-ce que le spectre de la Révolution tranquille qui avait comme motivé un peu le mouvement d'une certaine partie a nécessairement mené à sa défaite aussi? Oui, mais je pense qu'on se pose tous la question un peu. Là. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été monté si haut, une si grande vague, finalement est retombée assez vite pendant l'été là, 2012, là, justement au moment de l'appel aux élections. La séquence, c'est un peu, je pense que ça se passe en fin juin. Donc, si on veut, certaines parties de l'exécutif de l'AC autour de GND décident de commencer à mettre leurs énergies sur une campagne de populisme de gauche, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, c'était quelque chose que je comprends comme pari. Il n'y avait pas Demos en Espagne, il y avait Syriza en Grèce. T'avais des mouvements, disons comme ça, électoraux, mais basés sur aussi des mouvements sociaux, de la société civile, etc., qui essayaient des choses, mettons, par le monde. Et ils avaient l'impression qu'ils avaient une occasion extraordinaire d'essayer ça au Québec, enfin, de refonder un peu là, l'ordre social, blabla. Donc, eux commencent à mettre leurs énergies vraiment dans une espèce de campagne qu'ils ont appelée « Nous sommes à venir ». C'est ça, oui. Où ils faisaient des tournées de... C'est quelque chose qui est pas condamnable en soi. Là. Je veux dire, je comprends ce qu'ils essaient de faire. Mais effectivement, comme tu disais, le problème, c'est que les mouvements sociaux, même quand ils semblent être extrêmement massifs, sont jamais majoritaires en termes de numérique dans une société. Donc, si tu te fies aux élections, tu vas forcément, malheureusement, pas gagner. Puis, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées du côté plus de la frange, justement, autonomiste ou anticapitaliste. Je pense que le fait de se sentir aussi fort puis aussi nombreux peut, pendant certains moments, peut aussi rapidement te déconcerter lorsque, en fait, tu n'avais pas tant de bases organisationnelles sur lesquelles t'appuyer lorsque ça redescend un peu. Les gens ont essayé de faire tenir les fameux les assemblées de quartier dans les parcs qui se réunissaient comme une fois par semaine, comme étant ce lieu-là un peu, mais c'était pas forcément, ça n'a pas fonctionné. Au bout d'un certain temps, les gens se pointaient moins et tout ça, puis ça n'arrivait pas à organiser des actions, je pense. Puis le fait c'est ça, il y avait beaucoup, beaucoup de répression aussi, donc tu avais des personnes qui avaient été... qui ne pouvaient plus participer, par exemple, à des manifestations. Il y en avait même qui ne pouvaient pas être sur l'île de Montréal pendant un certain temps, c'est assez fou. Puis, c'est ça, donc il y a eu effectivement ce divorce entre deux tendances qui, pendant un certain temps, s'étaient quand même tenues ou suivies en 2012, pendant le printemps, donc la tendance plus syndicale, organisationnelle, assez, et la gauche, mettons, québécoise en général, et la tendance vraiment plus sauvage, autonomiste, qui avaient fonctionné ensemble pendant quelques mois. Là, il y a vraiment comme un divorce. Les gens commencent à se dénoncer de part et d'autre, d'avoir fait les choix qu'ils ont faits, tout ça. Tu sais, le côté autonomiste dénonçait beaucoup l'acier de ne pas soutenir plus les gens qui avaient été victimes de répression, qui avaient des gros procès, tout ça, puis qui devaient se défendre un peu tout seul avec les amis. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se jouaient là. Puis je pense que vraiment, c'est ça. C'est redescendu beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait effectivement espérer. Il faut dire qu'on était fucking brûlés, là. T'sais, je veux dire, on était vraiment, mais vraiment, vraiment fatigués. Puis avec raison, là.
Puis je pense que moi, je verrais un petit peu ça comme ça. C'est comme si du côté, justement, c'est bien que tu parles des bases organisationnelles qui auraient peut-être permis d'avoir une certaine constance, mais il y avait comme une certaine perte d'énergie, clairement, avec la répression dont tu parlais. Puis le côté économique aussi. Tu sais, il avait fait l'espèce d'entourloupe là, de ne pas... les gens avaient plus accès à leurs prêts et bourses. Bref, les gens étaient paumés, genre, puis avaient besoin en septembre, en fin août, septembre 2012. Fait que c'est ça, les gens étaient brûlés avec beaucoup de répression, des moyens genre économiques, genre, les gens n'étaient plus capables de payer leur loyer. Puis en plus, après ça, tu vois, tous les modérés qui, eux, rentraient dans cette espèce de discours de la légitimité où c'est comme, ah, ben là, ça y est, de la résolution classique du conflit, c'est la mobilisation électorale, un peu en sous-texte du genre, ben là, vous allez respecter le vote. Tu sais, la grève peut pas, une fois qu'il y a un nouveau parti qui est élu, si le gouvernement Charest tombe, la grève ne peut plus continuer. Tu sais, il y avait comme cette espèce d'argument-là. Fait que je pense que ça rendait ça... ouais, c'est ça. Cette espèce d'alliance dont tu parlais entre les deux franges du mouvement, c'est ça qui a permis sa force, mais c'était rendu à l'automne 2012, c'était très difficile à préserver. Là. Ouais. Puis c'est vrai que la question de la mémoire de 2012, moi, c'est toujours quelque chose qui m'étonne de voir à quel point, pour un mouvement d'une telle ampleur, il y a aussi peu d'inscriptions institutionnelles, tu sais, même en termes de films, en termes c'est ça, de mentions, là, tu sais, comme, je trouve ça fou à quel point ça n'a pas marqué, tu sais, par rapport à ce que ça a été. Je pense que c'est lié, entre autres, à ça, tu sais, l'espèce de vraiment la chicane de la rentrée de 2012, là, entre la frange électoraliste qui voulait arrêter la grève, puis la frange qu'on appelait jusqu'au boutiste, qui aussi, d'une certaine façon, tu sais, s'accrochait à quelque chose qui était déjà terminé, tu sais, s'accrochait au moyen de la grève en septembre, alors que le gouvernement a changé, tu sais, comme alors que la hausse a été annulée, peut-être qu'il aurait fallu trouver d'autres formes, là, mais fait que ça, je pense que ça a pas permis, justement, ça n'a pas aidé, mettons, à ce qu'on ait comme un beau récit collectif commun sur ce qui s'est joué, tu sais. Dans la première partie de l'entrevue, on a supposé que 2012 portait à la fois comme condition de possibilité, mais aussi comme boulet l'imaginaire nationaliste de la Révolution tranquille. Est-ce qu'on peut supposer que le boulet, à la fois la condition de possibilité de 2015, mais aussi son boulet, c'était 2012? Moi, je l'ai beaucoup plus senti comme condition de possibilité à la base, parce que, tu sais, au fond, c'était rebelote, là. On voulait recommencer. Je veux dire, c'est comme si 2012, je pense pour plusieurs, n'a jamais vraiment terminé. C'est comme si on se disait juste au revoir, puis on cherchait juste une occasion pour que ça reprenne. Et puis, dès le début, dans les premiers moments de 2015, justement, on trouvait encore cette joie-là, tout un répertoire d'actions, de pratiques, des clins d'œil, les slogans revenaient. Le côté, en tout cas, à mon souvenir, le côté boulet, je pense que c'est peut-être plus tard dans le mouvement que c'est arrivé, qu'on voyait que ce serait pas aussi gros, qu'on voyait justement qu'on n'avait pas autant d'appui populaire, puis que là, les gens faisaient la comparaison. Dans les assemblées générales, les gens disaient, ben là, les gens commençaient à dire, c'est pas 2012, c'est comme si la comparaison, à mon avis, est venue nous peser plus tard. Mais au début, au contraire, c'est surtout les conditions de possibilité, toute la continuité de lutte qui nous donnait de la force puis de l'inspiration. Tu sais. 2015, que dire? J'ai l'impression que c'était vraiment pour ceux qui étaient là puis qui ont comme vécu la transition entre 2012 à 2015. C'était vraiment, en fait, comme littéralement les mêmes énergies. Des gens qui étaient justement pas satisfaits de comment 2012 avait terminé, là, cette espèce de débâcle-là à l'automne, puis qui cherchaient à chaque année presque une façon de repartir quelque chose de vraiment, pour le coup, révolutionnaire. Donc, une fois qu'il y avait eu cette première expérience-là d'une grève étudiante qui déborde, etc., d'un mouvement social, là, les gens étaient vraiment comme affamés de continuer, mais sur une voie beaucoup plus directement révolutionnaire assumée, de remettre beaucoup plus en question les fondements même de la société québécoise, donc l'extractivisme, sur quoi est basé notre État-providence, qui on met de côté, le racisme systémique, je veux dire, l'austérité. C'était beaucoup plus large comme volonté d'englober là, dans le discours dès le début. Et 2015 est arrivé comme une occasion. C'est-à-dire qu'il y a eu des rumeurs qu'il allait avoir des coupures, je me souviens plus de tout le détail, là, mais qui allaient en gros toucher et l'éducation et les services publics en général. Et là, tu as comme des gens super motivés, qui attendaient n'importe quel prétexte, qui se sont dit, on va essayer de créer quelque chose, une possibilité d'une grève générale sociale avec les franges les plus motivées du mouvement syndical. Parce qu'il y en avait quand même, heureusement. Puis c'était un peu ça, à ce moment-là, le pari de 2015. Donc,
c'est sûr que pour ceux qui l'ont vécu, j'ai l'impression qu'il y a presque pas de temps qui a passé entre les deux, tu sais. C'est comme si les gens avaient fermé les yeux en 2012 puis rouvert les yeux en 2015 un peu, là, tu sais. Ouais. 2012 a duré tellement longtemps, hein. On parle de 7 mois là, de mouvement social, que ça en était devenu comme la vie quotidienne est un mouvement social. Vivre, c'est être en lutte, c'est être en grève. Il y avait vraiment, dans cette génération-là, des gens qui ont fait l'expérience de ça. C'était évident que ça devait se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Puis quand il y avait eu les élections, ça a été présenté partout comme une suspension de la grève. On met la grève en pause. Personne, aucune des parties présentes a dit qu'il fallait juste y mettre fin entièrement. Donc, c'était comme on se revoit bientôt. Mais avec ce qui s'est passé avec le Parti québécois, immédiatement, quelques mois après son élection, a changé complètement le débat pour cette question de la charte des valeurs et de la laïcité, toutes les questions qui aujourd'hui sont au-devant complètement tous les programmes politiques, ce qui n'était pas le cas avant 2012. C'était vraiment des questions sociales qui primaient. Et oui, avec le PQ, l'augmentation de frais de scolarité a été éliminée. Après, il y a eu plein de frais afférents dans les universités qui ont compensé, puis ça coûte à peu près autant que s'il y avait eu l'augmentation. Mais je pense que 2015, c'était vraiment pour réitérer que la question allait beaucoup plus loin que une augmentation de frais de scolarité. C'est vraiment sur ces enjeux de ce sur quoi repose, comme tu dis, le pacte social de qu'est-ce qui est fait avec les ressources extraites pour nourrir cette économie. Ça, c'était des questions qui avaient surgi en 2015, surtout dans le temps du plan Nord, hein, qui visait en 2012, qui avait surgi, mais qui n'avait pas pu être vraiment examinées en elles-mêmes. Donc ça a été le réveil vraiment sur « Wow, OK, en fait, au Québec, c'est là-dessus que repose l'économie, sur la destruction environnementale, sur le vol de terres autochtones. » Et donc, ça a comme rejoué les cartes par rapport aux débats sociaux. Ouais, en fait, pour revenir là-dessus sur la question des revendications en 2015, justement, qui était, si je me rappelle bien, c'était contre l'austérité et contre les hydrocarbures et l'économie des hydrocarbures. Et je sais qu'à l'époque, c'était considéré comme risible un peu. Disons que beaucoup des forces disaient « Ah, mais c'est beaucoup trop large. Comment vous prenez position contre les hydrocarbures? » Ça par rapport. Et je trouve justement avec le recul du temps et de voir la grève du climat qui suivait en 2019, qui était une grève internationale et qui a marqué la jeunesse, il y avait quand même quelque chose déjà à l'époque en fait qui était proposé qui permettait peut-être d'aller plus loin de la proposition pragmatique un peu de 2012 sur contre la hausse des frais de scolarité, mais sans remettre en question même ce qui structure l'État colonial québécois et canadien. Il y a un changement de registre clairement au niveau du discours politique ou même le discours justement sur les revendications entre 2012 et 2015. 2012, c'est ça, on est encore quand même dans le discours public, là, le discours que GND, puis la C, puis bon, les fédérations tiennent. C'est quand même vraiment un discours très socialement acceptable. Donc, c'est notre État-providence, on a les moyens de le financer, entre autres par l'exploitation minière, etc., nos ressources, notre hydroélectricité, tout ça. On est vraiment dans un discours socialement acceptable, près la gauche, là, les héritages des années 70, 80, etc., Même si ce qui se passe sur le terrain, c'est que les gens vivent un faire-grève complètement fou qui dépasse complètement ça. Mais tu sais, ça, on n'en parle pas dans le média. Et en 2015, on passe à cette espèce de... Ben c'est ça, comme on disait, là, c'est une frange beaucoup plus radicale qui se mobilise, c'est pas aussi large dans le mouvement. Et là, par contre, et ça a été beaucoup reproché à 2015, que les revendications n'étaient pas claires ou elles étaient inatteignables. Mais dans les faits, ce que les gens réclamaient, c'est ça qu'on a beaucoup essayé là, collectivement de défendre dans le livre Fuck Tout, c'est que justement, là, ce qui comptait, c'était juste de vivre ça collectivement. C'était de faire le mouvement qui comptait. Bien sûr que les revendications n'allaient jamais pouvoir être atteintes ou même touchées, c'était tellement large. Mais les gens avaient juste envie de réessayer de vivre collectivement quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a eu des occupations, en fait, une grosse occupation à l'UQAM qui était complètement dingue, légendaire. Il y a eu, après, devant les cégeps, surtout, il y a eu des campements de tentes qui se sont créés à partir du mois de mai-juin, qui ont tenu quand même longtemps, où les gens vivaient ensemble, faisaient l'expérience d'une espèce de démocratie directe là, de la gestion de la vie de tous les jours.
Et donc, c'est sûr que quand ces jeunes-là se faisaient approcher, ils se disaient « Oui, pourquoi vous faites ça? Là? Pourquoi vous êtes en train d'encore faire grève? » Tu sais, c'était pas... Ça peut pas me mettre un 3-4 points clairs de revendication. Mais s'il y avait ça, puis ça, puis ça, on serait correct. Tu sais, c'était beaucoup plus large comme envie, comme désir. Et c'est vrai que ça a donné lieu, je pense, ça a été un peu le début de ces mouvements qui ont ensuite suivi de mouvements de jeunesse, ou en tout cas de mouvements qui étaient beaucoup plus larges, qui arrivaient à dire tout ce dégoût-là, en fait, du mode de fonctionnement de notre monde puis de l'économie, tu sais, de le poser directement sur la table. C'est intéressant. Est-ce que, j'imagine, tu sais, l'histoire de 2015 est déjà un peu profane. Est-ce qu'elle a pu être récupérée, comme on va dire 2012, par les médias ou par... j'imagine que non. Non, ben c'est beaucoup moins sexy là, sur le plan spectaculaire, dans le sens que, je veux dire, tu sais, puis malheureusement, le mouvement a été réprimé brutalement, encore plus rapidement, puis plus que 2012. Je pense que, puis tu sais, on le sait, tu sais, je veux dire, en l'espace de quelques semaines, on est parti justement de tout ce qui était réactivable de 2012, une espèce de joie, cette subjectivité-là révolutionnaire qui se diffuse à tout à coup. Je veux dire, se faire rentrer dedans de tous les côtés avec des caméras, puis de sentir aussi, tu sais, les gens qui applaudissent, tu sais. Je veux dire, les gens, c'était quasiment unanime, alors qu'en 2012, je veux dire, puis on s'en fout, dans un sens, de l'opinion de la majorité, mais c'est sûr que ça donne une espèce de caution, une espèce d'espace de manœuvre où tu dis, s'il y a une partie de la population qui nous supporte, on se dit, ben là, ça va être un petit peu plus difficile de nous réprimer. En 2015, c'était comme, on était traînés dans la boue de partout. On avait quasiment l'air genre de terroristes, genre encagoulés. Et je pense que l'absence de revendications claires faisait aussi écho au mode d'organisation plus autour des comités printemps 2015. Puis je pense qu'on a essayé de manière, bon, peut-être naïve dans un sens, mais merde, une belle naïveté, tu sais, de se dire, ben, on va s'organiser sur des bases comme en dehors des mouvements sociaux traditionnels et on va leur foutre à la gueule des revendications très larges, pas claires, un peu dans cette volonté-là de se dire, ben, ça va être vraiment difficile de nous récupérer puis de rendre ça le tout très spectaculaire. Après ça, moi, sincèrement, je pensais pas que ça allait revirer aussi vite sur un côté extrêmement répressif où là, oups, on avait comme presque plus de base, tu sais, très peu, il y avait plus d'organisation de masse, de mouvements sociaux de masse pour nous supporter. Parce que la C n'avait pas suivi. Oui, puis les syndicats aussi, même les syndicats ont laissé tomber leurs éléments les plus motivés. Fait que là, il n'y avait plus d'organisation officielle pour nous supporter. Et les revendications, c'était beaucoup plus difficile pour beaucoup de gens d'y adhérer parce qu'elles n'étaient pas assez claires. Plus une répression de masse, c'est comme, wow, ça en est vraiment pris plein la gueule, là. C'était aussi beaucoup par rapport à 2012, la manière dont la société s'était un peu rappelée une fois que l'histoire avait été emballée. C'était rappelé de cette grève-là comme portant seulement sur les frais de scolarité, donc sur la distribution des richesses. Alors, en fait, il y avait une critique beaucoup plus soutenue de la création de ces richesses-là et la violence que ça contient. Et c'est vraiment dans ce contexte où de plus en plus les questions à l'ordre du jour dans la politique devenaient des questions de valeur, devenaient les problèmes, c'est l'immigration, c'est les minorités, que ces gens-là qui avaient vécu 2012 qui disaient non, c'est la création de la richesse, comment, c'est quoi les rapports de pouvoir qui s'instaurent là-dedans. Puis finalement, c'est les questions qu'on vit aujourd'hui qui sont sont encore celles de 2015. Donc 2012 a vraiment comme marqué un peu la fin d'une époque de ces idées de la révolution tranquille. La social-démocratie. La social-démocratie qui met en veilleuse un peu le caractère colonial quand même de l'acquisition de ces richesses-là. Ouais, peut-être. Pour revenir sur le moment de 2015, moi, il y a quand même une date qui est un peu hors milieu étudiant, mais qui, pour moi, représente un peu l'objectif de ce qui a été voulu, qui a été le 1er mai. Ouais. C'est-à-dire que l'idée de faire 2015 pour le transformer en tant que grève sociale qui déborde du cadre étudiant, ça n'a pas fonctionné en soi, mais le 1er mai, il y a quand même eu une journée avec des grèves illégales pour la première fois depuis les années 70, politiques et tout qui se font, des manifestations, la CSN à Montréal qui participe à la manifestation anticapitaliste La Claque, ouais. Une manifestation anticapitaliste de 10 000 personnes, ce qui est aujourd'hui qu'on voit entre les 200-500 personnes qui viennent à chaque année. Et je ne sais pas si vous voulez revenir peut-être sur ce moment-là qui est comme un peu genre hors de l'impression de répression et d'écrasement qu'on a eu dans le mouvement étudiant, mais qui est quand même quelque chose peut-être qu'on doit se rappeler.
pour se dire, ah oui, c'est possible. C'était fourré. C'était malade. Non, mais pour vrai, une manifestation anticapitaliste de genre plus de 10 000 personnes, tout ça, le fait qu'il y avait plusieurs manifs qui étaient partis de différents spots pour venir se rejoindre. Je veux dire, ils ont tellement senti la soupe chaude qu'ils ont comme, alors même que la manifestation du centre-ville, elle voulait partir, qu'ils ont comme tout de suite envoyé l'anti-émeute en bloc. Fait que là, le centre-ville, pour vrai, il y avait une zone gigantesque, c'était la cohue totale. Non, puis ça a été, je pense, ça, c'est bien que tu reviennes là-dessus, ça a été le climax de cette tentative-là, tu sais. Ça a laissé un petit peu entrevoir, un peu comment, comme de laisser entrevoir de manière très furtive, de dire, OK, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait être vraiment, justement, un moment révolutionnaire où, là, il y a vraiment des gens furax là, qui débordent les consignes des directions syndicales, des directions des assos étudiantes, puis il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer, tu sais. Pourquoi on n'a pas réussi ensuite à faire continuer ça, ben là, ça amène comme plein de questions, mais c'est vrai que ça, c'était un des plus beaux moments du printemps 2015, puis qui montre aussi comment, c'est ça, tu sais, alors qu'ils ont tenté de juguler le mouvement sur des enjeux très étudiants dès le début, tu sais, comme l'occupation de l'UQAM, puis ainsi de suite, ça montre au fond que, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé par la suite, que c'était vraiment un mouvement de grève sociale dès le départ, tu sais. Puis que je pense que si la répression n'avait pas été aussi sauvage dès le début, peut-être qu'on aurait pu manœuvrer différemment, puis que cet aspect-là, on aurait été peut-être dans un aspect un peu moins défensif, puis on aurait pu peut-être consacrer plus de temps à essayer de contaminer, de faire adhérer un peu plus de gens au mouvement, ce qui, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites différemment, là, mais ça devenait difficile à un moment donné d'aller chercher des gens qui étaient à l'extérieur du mouvement étudiant quand on avait à défendre les bases mêmes, genre quasiment même de Mais ça revient à ce que vous disiez dans la première partie, quand on parlait de la grève d'occupation versus la grève de rue. En fait, la répression au sein des universités qui faisait en sorte qu'on était des dizaines, centaines à devoir faire des levées de cours à l'UQAM, ou qu'on devait tenir la grève, contrairement à 2012 où après la première semaine, il n'y a plus personne qui faisait de levée de cours. Ça a comme ramené les gens en fait à se replier, et contrairement à peut-être la promesse qui était faite du mouvement social, du décloisonnement, ben on s'est encloisonné. Dans les campus. Ouais. Très bien. Ouais, quand même. Ben, c'est sûr, ouais, c'est ça, parce que comme c'était un mouvement beaucoup plus minoritaire, puis ça avait été dur de même faire passer les votes de grève dans plusieurs assos, pas à la fèche, là, évidemment, mais tu sais, comme... il fallait donc tenir les levées de cours parce que beaucoup de gens ne voyaient pas justement le rapport entre, ben là, pourquoi est-ce qu'on n'a plus nos cours alors que vous êtes en train de parler de capitalisme, c'est quoi le rapport, tu sais? Fait qu'il fallait donc, ouais, effectivement, défendre la possibilité même à ce que les cours se donnent pas, puis il y avait toutes les injonctions, donc à un moment donné, les gens ont dû se masquer aussi pour faire ça, donc ça n'a pas aidé au niveau de l'image. Il y a eu beaucoup, ouais, c'est ça, des éléments comme ça qui ont pile up, là. Mais après, je pense que là, tu sais, c'est sûr qu'on a le recul un peu déçu. Après, il faut se souvenir que quand même, sur le coup, c'était aussi un moment hyper joyeux, hyper fraternel. Il y avait énormément d'humour aussi. Il y avait encore plein de référents de 2012 qui avaient pu être repris, tu sais, dans la rue, puis tout ça. Fait que c'était aussi quand même un beau moment de joie, là. Puis après, c'était un printemps moins chaud aussi que 2012, je pense. Au niveau de la température, il y a toujours quelque chose. 2015 pose la question aussi de l'organisation, de l'autonomie. C'était quoi le rapport entre les militants, les militantes, puis les assos étudiantes, les fédérations, peu importe? Il est nécessairement différent que 2012. Je pense que l'AC avait comme eu une espèce d'hypertrophie avec plein d'autres assos qui avaient rejoint dans le cadre de la classe, puis il avait comme atteint un peu son niveau maximal de croissance. Puis c'est un peu comme la loi pour les partis électoraux aussi. Plus tu cherches à ratisser large, plus ton programme va aller vers la droite ou vers un truc centriste. Finalement, c'est ça. L'AC en était rendu à jouer la game de la respectabilité sociale de la même manière que les fédérations étudiantes auparavant. Donc, il était rendu très réticent. Mais bon, même s'il faisait miroiter un plan pour une grève éventuelle qui est finalement jamais arrivée, puis que ça a été dit que c'est à cause des têtes brûlées de 2015 qui l'ont parti trop tôt, mais quand même, il y avait une occasion, il y avait beaucoup d'assauts qui étaient prêts à aller en grève et il y a eu vraiment, ça a été un rendez-vous manqué de la part des syndicats qui, par après, s'en sont jamais remis. Vraiment, ça a signé leur disparition.
ça signait la disparition d'une bonne part du mouvement étudiant aussi. Ce qui n'est pas la disparition de tout le mouvement social, parce que ça existe sous plein d'autres formes, mais quand même, on se demande où c'est allé exactement. Ça s'est joué sur des détails à ce moment-là, dans comment continuer cette œuvre-là de 2012 et de ramener les vraies questions qui importent au devant de la scène. Puis un des trucs qu'on parlait dans On s'en calisse, tu sais, c'est justement c'est comme si, au plus fort de 2012, c'est comme si la grève plus plébéienne, le côté sauvage, spontané, tenait un peu genre la C en laisse, tu sais, la classe en laisse, en disant comme si c'était le chien gentil qui allait faire la représentation médiatique, mais qu'au fond, c'est comme la rue qui menait, tu sais. Et puis, c'est clairement, très, très tôt en 2015, on a vu que ce type de relation-là n'était pas possible. Puis, ça a amené toutes sortes de problèmes. Puis nous, on se retrouve dans une position spéciale où, comme, avec les livres qu'on a écrits, on s'est souvent fait dire « Ah, bon, ça y est, vous vouliez être la voix, genre, du côté sauvage, justement très, très spontané, et ainsi de suite. » Puis nous, c'est comme on disait au début, on trouvait ça important d'en parler, vu que personne n'en parlait. Puis pour nous, c'était ça l'élément le plus important. Mais ce qu'on dit dans les deux bouquins jusqu'à un certain point, c'est que ce qui est le plus fort pour un mouvement social, c'est quand il y a certaines formes organisationnelles et du côté spontané très, très puissant. Puis c'est l'alliance des deux, puis comment ça s'agence, c'est ça qui rend toute la force explosive, tu sais. Fait que là, puis on arrive même si on parle un peu d'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, l'absence de forme, ou l'absence, en tout cas, la faible présence de forme d'organisation de masse comme plus radicale, cette idée-là, par exemple, de syndicalisme de combat avec des ressources, puis je veux dire, ça manque, tu sais. Puis un des trucs, je pense, c'est important qu'on dit dans l'introduction, c'est qu'on disait à quelque part, il faut penser comme les formes d'organisation en fonction de ce qu'elles permettent de vivre en termes de relations, en termes d'affect, en termes d'amitié, ce qui fait la consistance d'un mouvement, tu sais. Alors, comment on peut se donner des formes organisationnelles qui vont nous donner des ressources, puis certains points d'ancrage, ainsi de suite, tout en générant beaucoup de consistance pour être capable de lutter ensemble, puis ce qui fait la force d'un mouvement, on n'a pas envie de tenir des pancartes toutes pareilles, d'être dans des bus. Non, mais tu sais, puis c'est cette espèce d'alliance-là, on dirait que depuis 2012, on a de la misère à refaire, puis qui a fait irruption à quelques moments en 2015, tu sais, je veux dire justement qu'on parlait du 1er mai, mais c'est ça qui est difficile, je trouve, à articuler aujourd'hui. Ben, c'est intéressant, et peut-être pour penser à la suite, peut-être et ce qui se passe en ce moment, on a vu quand même dans les 5-6 dernières années un renouvellement de certains mouvements. D'abord sur les enjeux écologistes avec la grève du climat qui a quand même, avec des grosses manifestations de la jeunesse qui étaient moins débordantes, je dirais, dans sa forme, mais qui reposait des questions en fait sur le rapport à la vie, notre rapport à l'environnement qui était un peu absent de la première, mais aussi récemment en fait les mouvements des campements pour la Palestine, qui aussi à leur manière, parce que c'était pas des assos, c'était une forme justement qui était proche peut-être un peu des campements dans les cégeps que tu parlais tantôt. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui existe aujourd'hui malgré en fait l'absence de syndicalisme étudiant, et que c'est peut-être à travers les empreintes, les traces des autres expériences justement sans les organisations que ça peut se faire. Fait que moi, je sais pas si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé et s'il y a des trucs qui vous ont un peu soit excité, illuminé, interrogé. Étonnamment, c'est dans certains lieux. Moi, je suis à McGill en ce moment, puis McGill est peut-être l'université à Montréal qui a le moins de tradition militante, mais en ce moment, ça se passe vraiment beaucoup. Une autre grève étudiante pour la Palestine, l'université qui vient de couper ses liens avec l'association étudiante, le campement qui a duré très longtemps. Donc, c'est un peu, peut-être dans les interstices qui n'ont pas déjà été couvertes que quelque chose d'autre émerge. Moi, je veux vraiment pas sonner comme un papy militant, là, mais c'est sûr que je trouve que c'est des luttes qui sont vraiment super, puis chapeau. Puis je trouve ça bizarre de prendre ce chapeau-là, mais là, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque en termes d'organisation avec des ressources pour avoir une certaine continuité, tu sais, je veux dire, des formations aussi, tu sais. J'ai eu justement cette idée-là, juste de se transmettre les savoirs, puis c'est un peu ce qu'on fait ici. Bon, OK, donc, il faut continuer, tu sais, je veux dire, mais c'est fou, puis ça autant c'est comme si notre cœur penche du côté plus spontané, puis ainsi de suite, autant c'est juste que, bon, OK,
si on veut être capable d'avoir des changements d'ampleur, puis ainsi de suite, il y a un côté de mobilisation de masse qu'il faut être capable de retrouver, tu sais. Puis oui, toutes les actions affinitaires, plus ça en prend aussi, mais on le sait que pour aller chercher une espèce de force de frappe pour essayer d'avoir, puis même pas juste en termes de gains calculables, pour avoir un peu une espèce de résonance ou quoi, je sais pas. Il y a des moyens qui sont à repenser, mais c'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans le discours de défaitisme parce qu'il y a vraiment des belles mobilisations dernièrement. C'est peut-être un peu avec l'espèce on en parlait un peu avant, on se disait comme... Je pense que je suis particulièrement soucieux en ce moment à cause de ce qui se passe avec l'extrême droite puis le fascisme rampant. À la limite, s'il n'y avait pas ça, j'étais comme « Ah ouais, OK, on a des belles formes d'organisation puis il faut juste travailler un peu. » Mais là, t'es comme « Oh shit, eux autres s'organisent vraiment fort, là, puis ça va vraiment pas être beau. » Puis moi, je triple là, sur les campements, là. Mais quand on voit un peu qu'est-ce qui se passe, puis comment ça s'organise, comment ça se place partout dans le monde, la montée du discours, la légitimation du discours de l'extrême droite, puis ainsi de suite, c'est comme genre, wow, OK, je sais pas, il faut être capable de penser à des modes de contre-attaque, de riposte, qui peut-être vont dépasser certaines formes très importantes puis respectables, mais un peu plus isolées. Je pense, peut-être on pourrait conclure là-dessus. Je trouve que c'est une belle fermeture, ouverture de penser au mouvement actuel. Je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier mot sur... c'est peut-être ce message d'espoir, désespoir, mais je pense qu'il faut assimiler le désespoir de notre époque pour y faire face et revenir sur 2012-2015, c'est aussi pour... C'est pas pour juste genre faire « Ah, c'était trop cool », puis aujourd'hui il se passe rien, mais je pense qu'il faut quand même prendre le pas de ce qui se passe. Fait que je sais pas si vous voulez peut-être dire un dernier mot avant de conclure sur... C'est peut-être sur cette forme classique de la grève qui date de la Révolution tranquille, où il y a un mouvement social qui mène à des négociations. Puis ça fait longtemps que les gouvernements ont cessé de négocier avec des gens qui minent vraiment leur légitimité, là. Donc, tous les efforts qui ont été mis en 2012, en rétrospective, ça peut paraître un peu déprimant de voir les maigres gains qui ont pu être faits, mais les vrais gains sont à un niveau comme culturel qui est un peu invisible, qui est dans le fait que la jeunesse montréalaise reste quand même de gauche aujourd'hui là, et pas rendue réactionnaire. Je pense que Montréal et le Québec, c'est ça, continue d'être une espèce de havre pour la diversité, par exemple, qui est mise en péril en ce moment aux États-Unis. Puis je pense que les nouvelles formes de lutte qui se concluent pas par des négociations avec l'État se passent à plein d'autres niveaux. Lutte contre une administration en particulier, McGill, qui est comme un État dans l'État un peu. Des luttes qui passent des messages, qui s'adresse à des réalités très concrètes, mais pas au niveau de la grande société. Donc ça parle d'un avenir des luttes qui prend compte peut-être de certaines erreurs du passé ou qui ne veut pas recréer encore cette espèce de grand compromis ou de consensus social, puis qui se passe à un niveau plus... moléculaire, par exemple. Wow, utiliser ce mot-là. Tu sais, moi, je pense que ce qu'on a essayé de dire, entre autres, dans On s'en calisse puis dans Fuck Tout, c'est que peut-être que parmi les impacts les plus importants genre, de ces mouvements-là, ça a été un peu sur le plan de la subjectivité collective. C'est comment on se voit comme collectivité qui est capable d'agir. Puis c'est ça, c'est le côté affectif, ce qui est plus lié justement au mode de vie, aux manières de se reconnaître, aux manières de créer, tu sais. Puis moi, je me dis, dans un sens, c'est là aussi où ce qu'on avait très bien fait durant cette époque-là, en 2012, c'est ce à quoi carbure l'extrême droite à sa manière, tu sais.
il carbure sur un fond de colère, sur un fond d'affect qui marche beaucoup mieux que tous les discours argumentés, les statistiques, les propositions, les machins. Puis je me dis, si on veut être capable de contrer l'extrême droite, il va falloir qu'on sache se rendre de nouveau désirables, tu sais. Puis je dis pas de singer leur manière de faire, mais tu sais, d'essayer de partir un petit peu de qu'est-ce qui nous donne envie d'avoir une autre vision de la vie, une autre manière de vivre. Tu sais, je sais pas, moi, je me dis, tu sais, une espèce de critique du travail, tu sais, comment tout le monde se fait chier au travail, tu sais, ben pourquoi justement, oui, OK, on parle d'endettement, puis on parle d'accord, mais tu sais, comment on pourrait être, je sais pas, il y a une colère proprement plus d'extrême gauche qui, je pense qu'il faut être capable d'articuler pour se redonner envie de lutter ensemble, pour se rendre aussi désirable. C'est quand même capoté que quand, là, tu sais, c'est la campagne électorale, tu sais, ils parlent comment, genre, il y a tous des gens, genre, qui se détournent justement de la gauche classique du NPD pour aller aux conservateurs, tu sais, avec l'espèce de discours fascisant à la Poilievre, tu te dis, comment c'est possible? Comment c'est possible aussi, pareil, genre, aux États-Unis, tu sais, des gens qui ont voté Obama et Trump, tu sais. Je veux dire, ça montre un peu qu'il y a comme une espèce de confusion, puis qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, sont fâchés contre la situation, puis sont plus séduits en ce moment par le discours d'extrême droite. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait être capable de réfléchir de nouveau, ce côté-là plus affectif, justement, de la politique que la gauche traditionnelle semble avoir abandonné depuis longtemps. Tu sais. C'est encore une gauche traditionnelle. Ben, peut-être moi, juste pour conclure sur une note joyeuse, je veux quand même rappeler que, mettons, en 2011, à moins d'avoir été vraiment dans le cœur du mouvement étudiant, t'avais aucune idée de quelque chose comme ça pouvait arriver. On avait vraiment tous l'impression que c'était mort, là, le Québec, c'était moribond, il ne se passait rien. Puis 2015, un peu pareil, là, pour les gens qui étaient loin, mettons, du mouvement. Et pourtant, quelque chose a pu surgir comme ça, puis vraiment, tu sais, contaminer rapidement, puis essaimer. Donc, je pense qu'il faut juste toujours se dire que c'est possible, ce genre d'éruption, même dans des moments comme maintenant. C'est vrai. Ben, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était le collectif de débrayage.